Bonjour à tous, bienvenue dans cette conférence Alumni ECE. Alors aujourd'hui, nous recevons un ancien élève de l'ECE Paris en la personne d'Olivier Darnaud de la promo 2006. Salut Olivier. Salut. Alors, après des études d'ingénieur en électronique, Olivier met la main dans le plâtre et le béton pour devenir artisan électricien et intégrateur domotique. Riche de cette expérience, il choisit de se tourner pleinement vers l'intégration domotique qui mêle ses trois passions, l'électronique, la mise en lumière et l'architecture. Et c'est ainsi qu'il créa 12. Lors de ce webinaire, nous allons en fait, si vous voulez, faire une petite interview à peu près d'une dizaine de questions d'Olivier afin qu'il présente en fait son parcours et surtout qu'il nous fasse un retour d'expérience assez global sur sa vie d'entrepreneur. Alors, pour commencer, Olivier, pour commencer un peu ce webinaire, pour rentrer dans le vif du sujet, euh, tu vas, on- tu vas un peu te présenter et surtout, tu vas nous expliquer quelles sont en fait tes différentes aventures entrepreneuriales. Ouais, merci. Donc déjà, bonsoir à tout le monde. Bonne année aussi à tout le monde parce que c'est de mise sur la période. Alors, si je vous fais part de mes différentes expériences entrepreneuriales, je vais remonter relativement loin parce que vous allez voir que tout va s'enchaîner. Il y a des liens qui se font un petit peu partout. Et je pense que ma première vraie expérience entrepreneuriale, au final, a démarré à l'ECE. Tout simplement en première année à l'ECE parce que je suis arrivé à l'ECE et 15 jours après le démarrage de l'ECE, il y avait le forum des associations. Je suis arrivé au forum, moi j'étais passionné de musique, je voulais faire de la sono et tout de suite j'ai regardé s'il y avait une association qui permettait de faire de la sono. Il n'y avait rien du tout. J'ai demandé si je pouvais monter un stand. J'ai monté un stand et c'est comme ça qu'est démarré No Larsen. Et donc, j'ai fondé en 2000, je crois, l'association No Larsen avec quelqu'un d'autre. Et donc, j'en ai été le président pendant 4 ans. Donc, ça, c'est ma première expérience entrepreneuriale. Donc, c'était comment monter un projet, comment gérer un budget, comment gérer une équipe, comment monter des événements, comment gagner de la crédibilité, comment organiser des événements alors que tu n'as pas de sous, comment faire de la communication alors que tu n'as pas de sous. Voilà, donc première expérience entrepreneuriale, on est monté jusqu'à une vingtaine d'adhérents à faire tout un tas d'événements. On avait monté une radio, on faisait de la promotion d'artistes, on faisait des soirées, bien évidemment. Et puis, dernière année, j'ai organisé le gala, en fait. À cette époque-là, je crois que c'est plus le cas aujourd'hui, on avait une association à part entière qui organisait le gala. Je crois. Et donc là, j'ai été en dernière année président du gala. On avait une équipe dans le staff de 90 personnes. Donc voilà, un vrai projet un peu costaud. Et puis, on y bossait dans les staffs réduits, on était 3 personnes. On bossait comme des tarés là-dessus, jour et nuit. Et puis, au bout d'un moment, on n'arrivait plus à suivre les cours, plus à suivre les examens. Et puis, on est allé voir les anciens responsables de l'école à l'époque. On leur a dit il faudrait nous aider, nous aménager les examens pour qu'on puisse les passer soit le soir, soit le week-end ou à d'autres moments. Et ils m'ont dit, en me regardant dans les yeux, une phrase qui sera marquée pour moi à vie. Ils m'ont dit mais c'est quoi, Olivier, ton projet professionnel? Est-ce que c'est aller faire de la ligne de code chez Thales ou est-ce que c'est monter des projets? J'ai dit non, non, c'est clair, depuis toujours, vous avez vu, j'ai monté Noirsen, je monte le gala, je fais des trucs. Moi, c'est monter des projets. On m'a dit, vas-tu en cours? C'est quoi le problème? Alors, sur le coup, j'avoue que j'ai été choqué de me dire que je payais cher des études pour au final ne pas aller en cours. Mais au final, rapidement, je me suis dit, non, en fait, ils ont totalement raison. Ils m'ont pas dit, fais n'importe quoi. Ils m'ont dit, monte ton projet, viens défendre ton projet, et une vraie expérience de gestion de projet ou entrepreneuriale. Et donc, c'est ce qui a permis de me construire. Et ils avaient totalement raison. Et au final,
J'ai réussi à valider mon année en soutenant des projets, en faisant tout un tas de choses, mais toujours liées autour de l'associatif. Donc ça, on peut dire que c'est mes premières expériences entrepreneuriales. Et puis, j'ai eu des cours pendant cette année sur la communication, sur tout un tas de choses. Mais je me sentais un petit peu léger au niveau commercial parce que je n'avais pas eu de vraie formation théorique à l'ECE. Donc, je me suis dit, voilà, j'ai besoin de me construire et d'acquérir de l'expérience là-dedans. Donc, j'ai décidé de faire mon stage de fin d'études dans une SS2I, une société de services, que vous devez sûrement connaître ce mécanisme-là, et j'étais ingénieur commercial. Donc, je devais dégoter des missions, trouver des missions chez des gros industriels et placer des gens en prestation de service. Je fais mon stage de fin d'études là-bas, ça se passe super bien. Je me convertis, je convertis en emploi. Et donc là, j'ai des très bons résultats, sûrement par sens, sûrement par tout un tas d'autres choses, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, j'ai des super bons résultats. J'apprends ce que ça veut dire le phoning, c'est-à-dire quand tu passes toute ta journée à appeler, et que les gens te raccrochent au nez, parce qu'ils n'en ont rien à faire, que tu fais du démarchage. Et donc, j'apprends à appeler avec le sourire, et en fait, apprendre tout un tas de choses non verbales qui se transmettent que par le téléphone. Et voilà, comment entretenir, comment faire un entretien téléphonique, comment faire un rendez-vous commercial, comment transformer une affaire, etc. Et puis, au bout d'un moment, en plus, je suis super bien payé. J'ai téléphone de fonction, voiture de fonction, je suis extrêmement bien payé. Mais je me dis, bon, j'ai suffisamment appris de partie commerciale, en tout cas, je considère que c'est suffisant pour que je puisse aller dans le domaine qui me passionne, qui était la domotique. Avec un autre élève de l'ECE à l'époque, on se présente dans une société de domotique et on leur dit, voilà, on aimerait venir chez vous et monter une agence de domotique pour vous. Ils sont intéressés, on va chez eux, on commence à bosser pendant 6 mois et puis en fait, au bout de quelques mois, je m'aperçois qu'au niveau technique, j'apprends rien. Je sais déjà faire tout ce qu'ils font. Quand ils disent qu'eux, ils font de la programmation, etc., en fait, c'est grosso modo des logiciels qu'on configure et en 3 clics, ça peut se faire. Quand ils font de la programmation, c'est du C plus qu'allégé et franchement, c'est pas très, très compliqué. Donc, je me dis, bon, au niveau technique, ça va, j'arrive à me débrouiller partout. Et puis, on lui dit, maintenant, il faudrait peut-être un petit peu accélérer les choses. Et voilà, soit on monte une agence pour vous rapidement, et puis tant mieux, c'est top. Soit, nous, on a un peu la bougeotte et on a envie que ça avance vite. Donc, soit c'est sans nous. Et donc, à l'époque, il n'était pas prêt, je pense pour tout un tas de raisons. Et on s'est dit, c'est pas grave, on se sépare là et on va monter notre propre structure. Donc, en 2006 ou tout début 2007, je monte ma première structure qui s'appelle Défi Énergie avec un associé. Et ça me permettait… Sortir de l'ECE, c'est ça? À ce moment-là, tu venais juste de sortir de l'ECE. Voilà, une petite année après, en gros, 6 mois, 1 an après être sorti de l'ECE. Okay, ouais. Et je me dis, c'est un moyen d'allier mes passions qui sont le son, comme vous avez vu, j'ai fait No Larsen, le gala, etc. Tout ce qui est mise en scène, la lumière, gérer de l'automatisme, parce que tout ce qui est soirée, etc., c'est beaucoup d'automatisme à l'intérieur. Gérer de l'électronique, parce que j'ai fait système embarqué quand j'étais à l'ECE, faire de l'informatique, et en plus de ça, j'étais très bricoleur. Donc, je me dis, la domotique, c'est fait pour moi, c'est génial. Et puis, je me dis, là, à l'époque, on était en 2006, c'était le début des énergies renouvelables. Donc, il y avait plein d'aides de l'État pour basculer sur l'énergie renouvelable. Donc, je me dis, voilà, je vais partir de mes passions et en plus surfer sur le domaine des énergies renouvelables. Et on va lancer une boîte qui installe des solutions de domotique et d'énergie renouvelable pour le particulier.
Et l'analyse qu'on avait fait à l'époque, c'est que la domotique commençait à devenir plus abordable. On était moins sur de l'ultra-luxe. On commençait à avoir des choses un peu plus standardisées, donc avoir des coûts un tout petit peu plus abordables. Et par contre, le point qu'on avait vu à l'époque, c'est que la domotique ne pouvait pas être dissociée de l'électricité. À l'époque, il n'y avait pas de société qui faisait que de la domotique et de se dire, voilà, je fais de la domotique pour le moyen gamme, mais on ne fait pas l'électricité. Donc, il fallait obligatoirement l'associer à l'électricité. Donc, on avait fait voilà, un concept de global, clé en main. Si on vous fait l'électricité, la domotique, les énergies renouvelables, et ça permettait de faire des économies d'énergie sans renier sur son confort. Donc, c'était le concept de base. Et puis là, relativement dur, tu as beau être le meilleur technicien du monde, et ben, quand tu n'as pas de clients, tu crèves la dalle. Et donc, je venais d'un boulot où j'étais super bien payé, j'avais téléphone de fonction, voiture de fonction, j'avais toutes les vacances que je voulais, à RSA. Et donc, derrière, j'ai vraiment crevé la dalle. J'avais voilà, 450 € par mois. On vivait à 2 là-dessus. Et voilà, tu as beau être super bon, mais quand tu n'as pas de clients, eh ben, tu n'en vis pas. Donc ça, c'est la première expérience très dure. La deuxième expérience, c'est que quand ça devient compliqué, que tu es avec ton associé, les relations commencent à devenir tendues. Et puis, on voit qu'on a des projets professionnels un petit peu différents qui s'affirment au fur et à mesure. Et on se dit à un moment, bah, il faut se séparer. Et puis, quand on se décide de se séparer, alors au départ, on avait fait tout pour que ça soit le plus égalitaire possible. On était à 50-50, voilà, on avait investi les mêmes choses. Et puis, au fur et à mesure des mois, je me suis aperçu que la situation n'était plus tout à fait équitable. Parce que notre comptable, c'était sa belle-mère, notre banquier, c'était son beau-père, et que quand j'ai commencé à recevoir des lettres d'avocat où je comprenais rien de ce qui était écrit dedans, je me suis dit, oula, ça commence à pas bien se passer du tout pour moi. Et ben, je suis reparti une main devant, une main derrière. Alors, de toute façon, il n'y avait pas grand-chose à récupérer parce que la boîte n'allait pas bien, justement parce qu'il n'y avait pas de sous. Mais donc, je me suis dit, plus jamais, jamais, jamais d'association. Je suis très bien. C'était un de tes amis de base C'était ouais, un de mes amis avec qui j'avais monté le gala en plus. Donc, tu vois, j'avais déjà fait ça fait mal, je pense. Voilà, une expérience avec lui, j'avais beaucoup bossé avec lui, on avait déjà passé des moments durs, donc je me suis dit, voilà, je suis habitué à travailler avec elle, je suis habitué à traiter de l'argent avec elle, je suis habitué à voir des coups durs, etc. Et ben, bon, ça s'est mal terminé et je me suis dit, là, non, stop, je redémarre seul, je ne veux plus entendre parler de situation, vaut mieux être seul que mal accompagné, et je me dis, voilà. Je remonte une autre société en auto-entrepreneur. Là, je remonte seul. Je commence à avoir du réseau, donc je commence à faire des chantiers. Rapidement, je dépasse tous les seuils de l'auto-entrepreneur. Donc, je transforme ma structure en société, en SARL, qui s'appelle Artefact Domotique, et je deviens expert en domotique. Et donc là, quand tu essayes d'avoir des chantiers, donc j'ai recommencé comme j'avais fait mes premières années, beaucoup de phoning. Tu te fais connaître, tu fais du phoning, tu t'en prends plein la figure. Et la raison est simple, en fait, moi j'essayais de démarcher des architectes. Les architectes, à l'époque, soit ils ne voulaient pas entendre parler de domotique, parce que le problème qu'on avait avec la domotique, c'est que l'architecte, il se vend sur un book. Son objectif, c'est créer un book avec des jolies photos, de jolis intérieurs pour présenter à de nouveaux clients. Donc, ils font des photos des projets qu'ils ont fait précédemment et ils présentent ça avec des nouveaux clients en disant voilà ce que je fais, voilà mes réalisations, voilà ce que je sais faire. Le problème de la domotique, c'est que ça ne se monte pas sur une photo. C'est une expérience que tu vis. C'est de la scénarisation, tu simplifies ton quotidien, mais jamais ça se présente sur une photo.
Et donc, globalement, l'architecte, il préférait mettre 10 000 € de plus dans une belle cuisine pour faire de belles photos, plutôt que de mettre 10 000 € dans une cuisine, dans de la domotique. Et pourquoi s'embêter à mettre un système compliqué qui peut potentiellement ne pas marcher, alors que quand tu mets dans une cuisine, ta cuisine, elle ne va pas bouger. Donc, soit il ne voulait pas entendre parler de domotique, soit il faisait déjà de la domotique, et donc il avait très probablement déjà une entreprise. Donc, tu arrives en fait un petit peu en face d'un mur, soit des architectes ne veulent pas entendre parler de domotique, soit ils vont entendre parler de domotique, mais ils ont déjà une entreprise. Et donc, tout ce que tu arrives à récupérer, c'est les projets que personne ne veut faire. Et comme toi, tu as bien obligé de bouffer, bah, tu les prends, et donc là, tu te casses la tête. Alors, soit tu fais un prix ras des pâquerettes pour essayer d'avoir le projet, soit tu as des projets que personne ne veut, donc des projets vraiment casse-gueule et ultra compliqués. Mais bon, voilà, au fur et à mesure des mois, tu te fais les dents là-dessus, tu commences à acquérir une solide expérience, tu communiques auprès de tout le monde, auprès de ces projets-là, et puis au fur et à mesure, bah, tu commences à te faire un nom dans le domaine, et puis on se dit, bah, ça y est, dès que c'est des projets un peu compliqués, qu'il y a des projets montants à 5 pattes, ok, les fabricants, ils envoient Olivier Darn. Donc là, je commence à plutôt bien gagner ma vie, je commence à avoir des employés, j'avais 3-4 employés, ça tournait bien. Et puis, le hasard et les rencontres, j'ai un pote qui me dit, ouais, à un événement, il me dit, ouais, il faudrait que tu rencontres telle personne, je suis sûr que ça matcherait bien. Le hasard fait que plusieurs fois, on ne se rencontre pas. Il y avait un événement qui était organisé par un fabricant. Il y a une année où je n'ai pas pu y aller parce que ma femme accouchait. L'autre année, c'était lui qui ne pouvait pas venir parce que pour X raisons. Un jour, on se rencontre à un événement organisé par un grand fabricant. On commence à discuter. Le feeling passe super bien. Je passe la soirée dans ses locaux sur Paris. On prend quelques verres. À la fin de la soirée, on dit « vas-y, on s'associe ». Totalement déraisonnable, alors que j'avais dit jamais, jamais, jamais plus je m'associe. Lui, pareil, ça faisait 10 ans qu'il avait sa boîte, il avait dit jamais je m'associe avec quelqu'un. Jamais, jamais, jamais. Pour autant, le feeling est super bien passé. On avait un projet commun qui était en fait de simplifier la domotique et de développer la domotique à grande échelle. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas le développer ensemble? Parce qu'on ira plus loin, plus fort à deux, plutôt qu'essayer de faire chacun son projet de son côté. Donc, il y a quelques années, on s'associe, on monte une société qui s'appelle Oseo. Donc, Oseo, c'est les acronymes de Oscan et Olivier. Oscan qui est mon associé et Olivier qui est mon prénom. Et donc, on monte cette structure qui a pour but de développer, standardiser la domotique pour que ça soit développé à plus grande échelle. Voilà, ça commence à pas mal marcher. Donc, au début, beaucoup d'investissements parce qu'on redémarre un nouveau projet. Donc, on a des locaux, on les rénove, on prend des emprunts. Donc, voilà, à nouveau, on redémarre un petit peu à nouveau tout un tas de projets, pas mal de charges qui s'accumulent. Et puis, les projets commencent à se développer de plus en plus. Arrive un moment, il y a 5-6 ans, il y a des systèmes sans fil qui arrivent dans la domotique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que historiquement, la domotique, c'était du filaire partout. On passait du câble partout, partout, partout. On posait des grosses armoires domotiques et ça coûtait très cher pour la personne à qui on installait. Et en gros, pour un pavillon de 150 mètres carrés, ça coûtait à peu près 15 000 € pour faire lumière, volet, chauffage. Il y a 5-6 ans, il y a des systèmes sans fil qui arrivent, qui permettent de faire plus ou moins la même chose pour des budgets divisés par 2. On se dit top, c'est l'avènement de la domotique, on commence à aller dans le système et donc on peut faire à peu près les mêmes choses pour 6-7 000 €. On commence à installer beaucoup, beaucoup de systèmes comme ça. Et au bout de 2-3 ans, on commence à avoir des pannes dans tous les sens.
Et donc, on a des pannes, on est au-delà de la période de garantie, donc on va chez le client, on fait un SAV, on remplace, on facture, bien évidemment, à peu près 200 € entre le remplacement du matériel, la reprogrammation et le déplacement. Et donc, un client pas content, parce qu'il a quand même dépensé 6 000 €, qui est un budget pas négligeable. Et au bout de 2 ans, il commence à nous voir tous les 2-3 mois pour faire du SAV sur toutes ces installations. Et on analyse et on s'aperçoit qu'on passe 2/3 de notre semaine à faire du SAV. Et je me dis, c'est pas possible, on ne peut pas faire grossir notre business. Si je passe 2/3 à faire du SAV, c'est du temps où je ne vais pas chercher de nouveau business. Et puis, on se dit, il faut absolument trouver des produits de meilleure qualité, il faut standardiser les choses, et je commence à faire du benchmark. En parallèle de ça, gros accident de la route, et je suis un accident en 2 roues, multiples fractures de la colonne vertébrale, et je reste allongé dans un lit pendant 4 mois sans bouger. Donc là, c'est le drame. Mon associé, qui avait plutôt un profil commercial, donc lui était plutôt sur la recherche de nouveaux chantiers, et moi, j'étais plutôt technique. Donc, je gérais tous les techniciens sur chantier et je faisais toutes les programmations compliquées de ces chantiers-là. Moi, j'étais plus là. Donc, le chat n'est pas là, les souris dansent. C'est devenu la bérésina sur les chantiers. Les employés arrivaient à 11 h, ils repartaient à 14 h. Plus aucune programmation n'était faite. Et en l'espace de 2 mois, on perd 200 000 €. Et là, je me dis, on va droit dans le mur. Il faut absolument trouver un autre modèle économique qui est moins dépendant de ma technicité et surtout qui peut être plus fluide et qui puisse tourner sans nous. Et donc, c'est en parallèle de ça que je commençais à chercher des produits plus standardisés, moins compliqués, plus fiables. Et on a cherché, j'ai fait beaucoup de benchmarks. Si vous voyez mes étagères chez moi, j'ai des centaines de produits que j'ai testés, dépiotés, analysés. Et en fait, le test était assez dur. C'est qu'on a trouvé de très bons produits dans tous les domaines connexes à la domotique. Donc, on a trouvé de très bons produits en vidéosurveillance, très bons produits en portier connecté, très bons produits en alarme, etc., etc. Mais dans le cœur de notre système, en cœur de métier de la domotique, c'est-à-dire lumière, relais, chauffage, impossible de trouver un produit de qualité. Alors, pour quelle raison? Je l'ai appris par la suite en dépiotant un petit peu tout ce qui se faisait. Ce qui fait que globalement, tout l'électronique claque autour de vous au bout de quelques années, c'est grosso modo à cause d'un seul composant. C'est les condensateurs chimiques. Tout ce que vous avez autour de vous qui fait avec d'électronique un peu de puissance, il y a des condensateurs chimiques à l'intérieur. Et grosso modo, ceux qui sont utilisés dans le commerce ont entre 3 et 5 ans de durée de vie. Ce qui faisait que tout ce qu'on installait, au bout de 3-5 ans, ça claquait. Ça a plusieurs effets pervers. C'est que d'une part, on peut se dire c'est une obsolescence plus ou moins programmée. Le deuxième effet pervers, c'est que c'est nécessairement posé à la main. Un industriel ne sait pas automatiser ce process-là. Donc, c'est pour ça que sur tous les produits, vous avez marqué Made in China. C'est que économiquement, ce n'est pas viable de le faire en Europe. Dès que vous avez ce type de composant-là, c'est nécessairement fait en Chine. Donc, on se dit, bon, c'est pas possible. Il faut, on ne trouve pas de produits de qualité suffisante. Donc, on se dit, il y a une opportunité de rêve aujourd'hui. On va développer notre propre gamme de produits en se disant que si ça correspond à notre cahier des charges, ça correspondra sûrement à ce que voudront d'autres installateurs. Et donc, c'est comme ça qu'arrive ma dernière expérience entrepreneuriale, qui est Dose Domotique, où on a un fabricant de modules domotiques. Et donc là, ça fait 2 ans qu'on a embauché une équipe de 10 personnes pour développer ce projet-là.
On a investi 1,6 million pour développer tout ce projet-là. On a fait un certain nombre de brevets et le produit maintenant est en commercialisation depuis 1 mois et demi. Et donc voilà, maintenant on va développer à grande échelle cette structure-là. Et l'objectif est de rapidement monter à 20 millions d'euros de chiffre d'affaires sur ce dernier projet. C'est top. En termes d'expérience entrepreneuriale, en tout cas, là où j'en suis. C'est top. Ça a été, ton parcours, on a pu le voir, a été très riche quand même. C'est vraiment, tu as fait plein d'expériences qui t'ont des fois réussi, des fois, on va dire, pas trop réussi, mais bon, c'est aussi la vie. Sur YouTube, il y a peut-être une de tes connaissances, JF Bonnet, je ne sais pas Ah si oui, tu le connais, tout à fait. qui a commenté et apparemment tes projets sont restés dans les mémoires. Le CE, il dit: bonjour, je confirme que tes projets faits à l'ECE étaient géniaux. Voilà, tu vois, petit commentaire sympathique. C'est un, T'as c'est un déjà, très très bon souvenir, Jean-François. Ouais, bah, merci, déjà merci des en tout cas fans. pour le souvenir. T'as déjà- Alors, pour embrayer maintenant, je vais te poser pas une question piège, attention, hein, mais une autre petite question sur, on va dire, tu vois, tu nous as cité énormément de choses. Et dans ton parcours, en fait, tu, tu penses que quel était, on va dire, ton plus dur moment et on va dire ta plus grande réussite, enfin celle, on va dire, peut-être pas ta plus grande, mais au moins celle où tu es le plus fier, quoi. Alors, les moments les plus durs, c'est compliqué en fait. Euh, je considère qu'il n'y a pas vraiment de moment dur tant que c'est assumé, que c'est en pleine conscience. Souvent, quand je fais part de mon parcours, les gens me disent: ah, mais c'est dur ce que tu as vécu, c'est fou ce que tu fais, tu es courageux. Non, non, moi je ne le vis pas comme une épreuve. Euh, euh, alors, c'est un concept en plus très latin et très européen de dire le travail. Déjà, l'origine du mot travail, c'est labor, c'est la souffrance. Mais pour moi, c'est pas du tout une souffrance. Je passe mon temps à m'éclater à ce que je fais. Donc, ouais, il y a des moments plus durs que d'autres, mais globalement, c'est que du plaisir. Je bosse 14 heures par jour. Alors, non, pardon. Je passe 14 heures par jour à faire quelque chose où je m'éclate. Donc, ouais, ça peut paraître beaucoup, mais en même temps, je m'éclate à faire ce que je fais. Après, si je suis un petit peu plus objectif et que je compare par rapport, on va dire, à une vie normale, ce qui peut être dur, c'est de très très bien gagner ma vie à une époque et du jour au lendemain, tout arrêter pour me mettre dans le plâtre, le marteau-piqueur, faire des tranchées, être dans la poussière toute la journée et pas avoir d'argent et gagner le RSA. Que toutes tes potes. Alors, quand j'ai été à l'ECE, à un moment, j'étais major de promotion. Et donc, tous mes potes me disaient: mais attends, tu étais major de promotion, là, tu es devenu artisan du bâtiment, tu es dans le plâtre, tu es dans le marteau-piqueur toute la journée. Qu'est-ce que tu fous, mon gars? Ouais, mais c'était assumé. Quand tes parents te disent: mais arrête de faire tes conneries là, reprends, va prendre un boulot chez Thales, chez EADS, tout ça. Ouais, sur le moment, c'est dur. Mais pour autant, voilà, c'est assumé. C'était un choix que j'ai fait en pleine conscience. C'est mon choix de parcours professionnel. Je l'assume. Et donc, voilà, c'était pas plus dur que ça. Après, dans les choses compliquées et qui sont intéressantes et qu'on apprend, et ça fait partie vraiment des choses que j'aimerais transmettre ce soir, c'est la culture de l'échec. En France, on vit l'échec comme un drame, alors que si tu vas aux États-Unis, on a vraiment la culture de l'échec. En France, si tu montes ta boîte et que derrière ta boîte ferme, tu es un paria. Tu dis: ah, ce mec-là, il a loupé sa boîte, c'est à cause de lui, il n'est pas bon, il ne faut pas l'embaucher. Quand tu es aux États-Unis, on dit: ah, ce mec-là, il a eu telle expérience, telle expérience, telle expérience. Il s'est planté tous ces coups-là.
Et ben, en fait, à toutes ces expériences-là, il ne les refera pas. Il a appris de toutes ces expériences. Et en fait, quand tu as une expérience qui est réussie, tu apprends nettement moins que quand on a une expérience où tu as un échec. Et donc, souvent, quand tu as une expérience qui est réussie, tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas dire pourquoi elle a réussi. Par contre, quand tu as une expérience qui a échoué, derrière, tu as pris le temps de l'analyser, de comprendre, tu as acquis tout un tas de choses, et par la suite, tu vas essayer de ne pas le refaire. Et donc, dans les expériences que j'ai apprises, c'est notamment gérer des employés. Un exemple tout bête, quand tu passes 14 heures à bosser par jour, tu ne peux absolument pas demander le même engagement d'un employé. Ce qui est bien normal. Lui, il est là, il a son contrat, il est là pour faire ce qu'il y a dans son contrat, potentiellement rien de plus. Pire que ça, si tu emploies quelqu'un qui est syndiqué, qui après en plus peut t'amener au prud'homme. Voilà, donc tu apprends, tu ne peux pas demander le même engagement, tu fais avec, donc voilà, ça c'est parmi les expériences qu'on acquiert et sur lesquelles j'avoue que les premières années, j'ai eu un peu de mal. Mes employés ils commencent à tourner sans moi, mais tu restes quand même dans une entreprise où tu t'orientes vers de la gestion d'hommes, parce que là, tu commences à avoir des process de plus en plus établis. Donc, tu peux commencer à embaucher plus de monde, et tes employés vont suivre les process que tu as mis, mais au final, tu commences à avoir une boîte où tu as instauré des process, et après, tu fais que de la gestion d'hommes. Et clairement, moi, ce n'est pas ce qui m'intéressait. Et je me suis intéressé justement à tous les business qui peuvent scaler, et c'est là où j'ai appris la différence entre un produit et un service. Et notamment un produit, c'est quelque chose, plus ton nombre d'utilisateurs est important, plus tes coûts unitaires, en tout cas tes coûts fixes, se réduisent. En tout cas, je ne trouvais pas de modèle économique viable en augmentant le nombre d'employés. Il fallait absolument que j'ai des choses plus standardisées. Alors, un des grands exemples connus, c'est que Uber, dans le langage commun, tout le monde pense que c'est un service. Or non, Uber, en fait, c'est un produit. Et le produit, en fait, c'est une plateforme de mise en relation. Et en fait, que tu aies 500 utilisateurs ou 10 000 utilisateurs ou 10 millions d'utilisateurs, grosso modo, tes coûts de structure vont quasiment pas changer, à quelques virgules près, parce qu'il faut avoir des serveurs un peu plus costauds et un peu plus de monde. Mais en tout cas, tu as des rendements d'échelle croissants. Et voilà, donc l'aboutissement, c'était de se dire, OK, si j'utilise des produits du commerce, je suis toujours dépendant des installateurs, etc. Je n'ai pas trouvé de modèle économique qui me convenait. Et donc, je me suis dit, au bout d'un moment, si tu développes ton propre produit, tes fabricants, tu standardises tous tes process derrière et tu commences à avoir un business où tu peux scaler. Alors, on peut éventuellement rentrer dans les modèles économiques de dose, si ça intéresse, mais on a vraiment imaginé le système pour que ça puisse se développer à grande échelle et qu'il y ait des rendements d'échelle croissants, qui est vraiment quelque chose qui scale. Et tout ça, c'est venu du fait qu'une réflexion et une formation, voilà, réflexion, se me dire ma boîte est en train de capoter, et voilà, je me forme, je m'instruis, je réfléchis, je réitère des process, je teste des business, je vois ce qui marche bien, je vois ce qui ne marche pas, je réitère. Faire, pareil, c'est ce qu'on appelle aussi du A/B testing. C'est tu testes une version, en parallèle, tu testes une autre version, tu vois la version qui marche le mieux, et puis après, tu réitères sur cette version. Tu essayes à chaque fois de l'optimiser. Dans les expériences que j'ai eues professionnelles aussi, à chaque fois que j'ai fait des projets, moi, il fallait que je déplace les murs. Il fallait toujours que je pousse, que ça avance. Sur la première expérience salariée que j'ai eue, dans la SS2I, j'ai eu de super bons résultats, comme j'avais dit tout à l'heure. Mais très rapidement, on m'a dit « Oh, toi, calme-toi.
il faut que tu arrêtes, sinon tu vas te faire mal voir des autres. J'ai dit, mais c'est quoi ce truc-là? C'est pas possible. Moi, je suis là, il faut que ça bouge, il faut que ça pulse. Et en fait, je me suis fait mal voir de plusieurs de mes collègues parce que j'avais de super bons résultats. Et ce genre de mécanisme, je ne le comprenais pas à l'époque. Et donc, voilà, c'est des choses dures, mais que tu apprends avec l'expérience. Pareil, dans les choses dures, mais que tu apprends, c'est quand quand tu reçois des menaces de clients. Et en fait, c'est tout à fait construit et tout à fait voulu dès le départ. C'est-à-dire que le client, il a clairement prévu qu'il n'allait pas te payer complètement et donc il allait te mettre en défaut et qu'à un moment, dès qu'il voyait l'opportunité de te mettre en défaut, eh ben, il t'attaquait, il te menaçait avec des lettres d'avocat, etc. Tout ça, ça s'acquiert, ça s'apprend et puis après, au bout d'un moment, tu en reçois, tu sais que c'est le jeu et tu joues avec et puis après, tu deviens plus expérimenté qu'eux et tu sais comment répondre et tu sais comment te déjouer de tout ça. Pareil, quand tu fais dans les expériences dures, c'est quand tu commences à faire grossir ton chiffre d'affaires, tu fais grossir, 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 tu commences à être rentable, tu commences à bien gagner ta vie, et puis du jour au lendemain, tu redémarres sur un autre projet. Et en fait, du jour au lendemain, tu n'as quasiment plus de chiffre d'affaires et il faut tout remonter. Et ça, c'est dans les expériences dures, mais c'est aussi dans les expériences d'entrepreneuriat. L'entrepreneur, c'est régler des problèmes à longueur de journée. Il faut aimer régler ces types de problèmes-là, aimer se remettre en question, aimer apprendre, aimer repartir sur des nouveaux challenges. Donc ouais, c'est des choses dures, mais qui sont voilà, exaltantes. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand j'ai eu mon accident, 2 mois après, on a perdu 200 000 euros. Bah ouais, sur le moment, c'est très dur. D'autant plus que j'étais alité, j'étais bloqué sur mon lit. Je ne savais pas si j'allais pouvoir remarcher. C'est même allé plus loin. Je n'ai même pas su si je pouvais aller aux toilettes tout seul. Voilà, donc c'est un peu dur. Je ne savais même pas si je pouvais avoir d'enfants à nouveau à cette époque-là. Donc pareil, en tant qu'homme, ça peut être compliqué à vivre. Et puis en fait, bah, tu te reconstruis, tu montes, tu avances au fur et à mesure. Là, sur le dernier projet, on commençait à vraiment bien gagner notre vie sur Oseo. Et puis du jour au lendemain, tu te dis, voilà, j'investis 1,6 million. Là-dessus, sur ces 1,6 million, je fais 700 000 euros d'emprunt sur lequel je suis caution personnelle. Ça veut dire que si le projet capote, j'y laisse ma maison, j'y laisse tout. Et j'ai investi 700 000 euros en fonds propres. J'engage 10 personnes et je m'embarque sur un projet de 2 ans où je ne sais même pas si ça va aboutir. Ouais, c'est risqué. Après, c'est ce qui fait que la vie est exaltante. C'est un mélange de choses dures à vivre, de choses exaltantes, d'échecs qui sont des bonnes expériences, de réussites. Donc, ouais, c'est tout un tas de choses. Après, j'ai envie de dire quelle est ma meilleure réussite, bah, ça sera la prochaine. Parce que je suis toujours dans de nouveaux projets, toujours j'ai 50 000 idées à la seconde. Donc après, j'essaie de me focaliser sur une chose et de l'amener le plus loin possible. Mais après, je vais sûrement rebondir sur d'autres idées. Il faut vraiment considérer et voir son parcours comme un professionnel comme une succession de petites victoires. En fait, tu passes ta journée à résoudre des problèmes. Il faut considérer que chaque problème que tu as résolu, c'est une petite victoire. Et à la fin de la journée, tu es super content parce que tu as résolu toute une somme de petits problèmes. Donc, tu as fait tout un tas de petites victoires. Et puis, tu avances, tu avances, tu avances. Je pense aussi dans les grandes réussites, c'est que j'ai vraiment réussi à apprendre, à aimer d'apprendre. Je pense que
ça fait partie des choses qui se sont grandement transformées en moi ces dernières années. Avec mon accident, grosse remise en question, hein, quand je dis, j'ai vu passer la mort de très très près, et après, bloqué dans un lit, tu passes beaucoup de temps à réfléchir. Et tu te dis, voilà, il faut absolument que je trouve un moyen de vivre, un moyen que ce soit au niveau économique ou au niveau interaction sociale. Et je me suis beaucoup formé en fait depuis cette époque-là, donc depuis, alors un petit peu moins maintenant, mais ces 3 dernières années, je suivais 3 heures de conférences par jour. Ça commence à faire un peu quand même. Ça commence à faire un peu, mais en fait, j'ai pris Tu regardais sur quoi les conférences? C'était quoi à peu près comme thématique pour nos viewers qui puissent aussi s'inspirer de toi? J'ai commencé par des thématiques, on va dire, très opérationnelles. Il fallait absolument que je restructure ma boîte parce que j'étais en train de perdre beaucoup d'argent. Donc, voilà, comment restructurer une boîte, comment trouver un business plan. Donc, comment avoir un business plan qui peut scaler. Qu'est-ce que c'est un produit et un service? Comment faire la différence entre les deux? Un service, ça ne peut pas scaler, un produit, ça peut scaler. Comment transformer ma boîte qui aujourd'hui faisait un service? Parce que clairement, un artisan, c'est du service, c'est du sur-mesure. Donc, ce n'est pas un business que tu peux normalement scaler. Donc, comment transformer une boîte d'artisan qui fait du service à une boîte qui transforme et qui devient un produit? Donc, voilà, ça fait partie des choses très opérationnelles que j'ai vécues. Après, j'ai suivi plein de choses sur le développement personnel. Et après, je suis devenu voilà, glouton de tout un tas de connaissances et je me suis intéressé à tout et n'importe quoi. Alors, je ne peux pas vous détailler tout, hein, mais ça a pu aller de la permaculture jusqu'à les civilisations anciennes. Enfin, c'est allé dans tous les sens. Et je faisais en gros des thématiques. Alors, après coup, je m'aperçois que ça a duré à peu près 2 mois chaque thématique. Mais je consommais à outrance voilà, tout un tas de domaines et quand je considérais que j'en avais fait suffisamment le tour, je m'intéressais à un autre domaine. D'accord, d'accord. Non, et du coup, aujourd'hui, tu vois quel avenir un peu pour Dose? Alors, pour Dose, donc aujourd'hui, on commence la commercialisation depuis 1 mois et demi. Les débuts sont plutôt encourageants vu la période actuelle. Après, on est en train de revoir de manière assez importante le business model parce qu'on avait un business model qui se basait sur les entreprises, sur les artisans. Et aujourd'hui, voilà, ils sont plutôt en berne. Donc, on est en train de changer de business model. Mais très clairement, notre objectif, c'est normalement à 5 ans de faire 20 millions d'euros de chiffre d'affaires répartis sur tout un tas de canaux d'acquisition et tout un tas de canaux de distribution. Mais ouais, là, on démarre depuis lundi notre process d'ouverture de capital. Et l'objectif, c'est de faire une levée de fonds à hauteur de 3 millions. D'accord. Voilà, pour accélérer le développement économique. D'accord. Et du coup, j'imagine que enfin, la levée de fonds va aussi en accord du coup avec le développement de la société et aussi une phase de recrutement, on va dire, tu vas grossir les effectifs, tu vas développer peut-être de nouvelles offres, nouveaux produits, c'est ça? C'est exactement ça. Alors, dans les choses qui sont marrantes à dire, on a démarré le projet il y a 2 ans, 2 ans et demi. Et au bout d'1 an, on a eu l'opportunité d'aller sur un salon. On n'était pas du tout prêt, mais on s'est dit, voilà, c'est une super opportunité, on n'a rien à perdre, on va sur le salon. Feu à l'époque où il y avait encore des salons.
C'était un salon à Porte de Versailles qui s'appelle l'IBS, donc Intelligence Building System. Et on se dit, vas-y, on n'a rien à perdre. On va sur le salon, on a créé une émeute et on s'est fait sortir par la sécurité. Tellement il y avait de monde et tellement ça a créé la cohue. On s'est dit, wow, il se passe un truc. C'est énorme, il se passe un truc. Suite à ça, on a été repéré, on a été invité à Batimat, qui est le grand salon français du bâtiment à Villepinte. Ça a été la même chose, ça a été la cohue, c'était monstrueux. On a été repéré, suite à ça, l'année dernière, on a été au CES à Las Vegas. Pareil, au CES à Las Vegas, on n'était pas inscrit. C'est-à-dire, moi, j'étais venu les mains dans les poches, j'avais 3 cartes de visite et un module qu'on avait bricolé pour que ça marche sur le 120 volts et que ça marche sur les installations électriques aux États-Unis. Mais enfin, je veux dire, on n'avait rien du tout, on n'avait pas de stand, on était inscrit nulle part. Et au final, ça s'est su qu'on était là-bas. On a pitché tous les jours. Et à la fin du séjour, on a été primé parmi les meilleurs projets francophones, alors qu'on était la seule boîte qui était inscrite nulle part. Et on s'est dit, c'est la folie furieuse. On est en train de nous repérer de partout. Alors, ça a été ultra exagéré, mais on a eu des articles dans la presse. Il s'est passé tout un tas de choses. Et on a dit, stop, on n'en parle plus. On refait silence radio parce qu'on n'est pas prêt et on risque de faire un mauvais effet. C'est-à-dire que voilà, on risque de faire gonfler le truc et pour l'instant, on n'est pas prêt. Et donc ça, c'est aussi partie des expériences intéressantes. C'est que voilà, il s'est passé tout un tas d'opportunités et aujourd'hui, voilà, on recommence à nouveau à communiquer sur le projet parce que maintenant, on sait qu'on est fiable. Et c'est aussi pour ça que jusqu'à présent, on ne voulait pas faire rentrer des investisseurs. C'est qu'on voulait repousser au maximum la rentrée d'investisseurs, montrer que le projet était viable, que qu'il y avait déjà des ventes faites et que voilà, tous les risques étaient levés et que maintenant, c'est accélérer le développement. Donc voilà pourquoi on a repoussé au maximum l'arrivée des investisseurs. Ok, ouais. Ok, je vois. Non, c'est une sacrée histoire, hein, l'histoire du CES. C'est vrai que c'est assez incroyable quand même. C'est assez incroyable cette histoire, mine de rien. Dans les autres choses aussi qui sont marrantes, quand on a démarré le projet, tout le monde nous a dit voilà, en fait, on aurait pu très bien prendre une électronique existante, faire quelques modifications, sortir le produit, rebrander ça, marketer ça et vendre le produit facilement. Mais en fait, on s'est dit, non, si on fait ça, on va tomber dans les mêmes travers des produits existants, sur des produits qui ne sont pas fiables, qui ne sont pas adaptés au marché. Et il faut absolument qu'on revoie toute la conception. Donc, on a embauché des experts dans chaque domaine. On a un de nos employés qui a développé pendant 10 ans toutes les oreillettes Bluetooth vendues par Orange. Donc, il en a conçu et vendu 10 millions auparavant. Donc, si tu veux, il est expert en Bluetooth. Il est expert aussi en tout ce qui est électronique de puissance. Il a travaillé chez Alstom, il a travaillé sur le métro de Séoul. Donc, toute la partie puissance, il connaît vachement bien. On a embauché des personnes experts en sécurité informatique. C'est-à-dire des personnes, ils ont développé des terminaux de paiement. Donc, si tu veux, quand on parle de sécurité informatique, les mecs sont au top. Et on s'est dit, ben voilà, on va revoir à plat la conception du produit. Et en fait, on a mis 2 ans avec le dépôt de brevets, etc. Mais au moins pour développer un produit qui est radicalement différent. Un exemple qui va peut-être te parler, il y a 2 ans et demi, quand on a fait le choix du développement d'appli mobile, tout le monde nous disait « Ah, il faut faire du natif. Du natif, du natif, du natif. » Et je me suis dit ah, « Je ne suis pas spécialement convaincu. »
On a fait le choix à l'époque de s'orienter sur un langage de développement qui s'appelle Flutter, qui commence à être de plus en plus plébiscité, et tout le monde m'a dit « mais vous êtes fous, c'est pas mûr, etc. » Effectivement, à l'époque, c'était une galère de s'orienter là-dessus. N'empêche qu'aujourd'hui, ça commence à devenir un des standards de programmation, et il y a plein de gens qui ne jurent plus que par ça. Pareil, à l'époque, nous, on est parti sur une technologie qui s'appelle Bluetooth Mesh. C'était le tout début du Bluetooth Mesh. Et tout le monde nous a dit, non, mais vous êtes fous, il faut faire du Z-Wave, du Zigbee, etc. Et on a dit, non, 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 on n'y croit pas à ces technos-là. Il s'avère que 2 ans après, au CES, a été annoncé, il y a eu un rapprochement entre Google, Apple et Amazon pour instaurer un standard international open source de communication lié à la maison connectée qui s'appelle CHIP, qui est Connected Home over IP, et qui dit que tout va dialoguer sur de l'IP, peu importe la couche réseau, peu importe le support de communication. Et il plébiscite le Bluetooth, le Thread et le Wi-Fi. Et il n'y a pas du tout de Z-Wave, pas du tout de NOCéan, etc. Et voilà, au final, les choix qu'on a fait à l'époque, qui étaient vraiment à l'envers de tout ce qui était à la mode, aujourd'hui s'avèrent a priori les bons choix. Des choix gagnants, quoi. Ouais. Et ça ne peut arriver. Alors, après, il faut faire la différence entre de l'obstination et être têtu. C'est-à-dire qu'il faut pas être obstinat non plus, et il faut savoir se remettre en question. Ça, je pense aussi, c'est une des grandes valeurs de l'entrepreneur, c'est devoir se remettre en question et admettre de pouvoir se remettre en question. Ce que j'allais te demander par la suite, c'était là, je pense que tu réponds aussi à ma question, quelle est la qualité en fait pour réussir en tant qu'entrepreneur, quoi. Et c'est vrai que tu as beaucoup d'entrepreneurs qui disent de se remettre en question, et j'ai l'impression ouais. C'est la base de l'entrepreneuriat. C'est vraiment la base de l'entrepreneuriat. Moi, c'est ce que je dis à tous mes employés, et je suis capable de changer d'avis radicalement si quelqu'un m'expose quelque chose qui est argumenté. Et franchement, à chaque fois que je discute avec quelqu'un, moi, je me fais ma propre idée. J'ai déjà, on va dire, une idée préconçue, où je me suis renseigné un petit peu. Mais si la personne en face de moi a un discours construit et que j'arrive pas à démonter son argumentaire, je suis capable de changer du tout au tout sans problème. Et il faut avoir aucun scrupule, aucun estime à dire que son avis est le meilleur. Et franchement, l'entrepreneur, c'est quelque chose, ça c'est vraiment important, pouvoir toujours se remettre en question. Donc ça, c'est un des critères importants. Dans les autres choses qu'on peut dire… J'ai l'impression, vu d'extérieur, c'est que tu as été aussi assez pragmatique. Le pragmatisme, j'ai l'impression, dans l'entrepreneuriat est aussi assez présent, non? Ouais. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais… Ah oui, 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 oui. Il y a un moment, enfin, il y a tout simplement parce qu'il y a une réalité économique derrière. Ouais. Donc, il y a un moment, il faut être pragmatique. Hein. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas, et ce n'est pas grave. En fait, je discutais tout à l'heure avec quelqu'un qui disait « Ah, tu dois être fier, c'est ton bébé. » Ah non, ah non, 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 non. Non, non, c'est une expérience entrepreneuriale. Ça marche pas, peu importe, c'est une expérience. Et il faut être ultra pragmatique et être détaché de tout ça. Sinon, en fait, si tu prends le pro à cœur, ça risque de te démolir. Ça, je pense que c'est aussi un des points de l'entrepreneur, c'est que souvent les entrepreneurs, il faut qu'ils soient blindés. Mais tu apprends, c'est quelque chose qui s'acquiert. Les premières années d'entrepreneuriat, j'étais terrorisé quand arrivait la fin d'un chantier. Parce que je me suis dit, ah, c'est la fin d'un chantier, j'ai pas de chantier qui arrive pour la suite, j'ai pas signé d'affaires, comment je vais vivre, etc. Et ben, au final, après 15 ans d'entrepreneuriat, je crois que j'ai jamais eu un seul moment où j'ai pas bossé. Je suis toujours débordé de taf.
Et j'ai globalement jamais eu trop de problèmes de ce côté-là. Donc, au bout d'un moment, tu relativises et tu t'apprends à vivre avec ça et tu dis, ouais, bon, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est comme tout, ça va te débloquer. Il faut te donner les moyens. Alors, jamais ça tombera tout seul, par contre, mais il faut se donner les moyens et quand tu te donnes les moyens, à coup sûr, ça arrive. Ouais, clairement, ouais, c'est assez, ouais, c'est assez intéressant ce que tu racontes depuis le Après, début du webinaire et là encore dans les plus autres pour ceux qui nous caractéristiques regardent, quoi. Bah, qu'on peut dire, c'est, je l'ai déjà dit, hein, mais c'est rencontrer du monde. Voilà, sortir, discuter, s'intéresser aux gens, parler, savoir écouter, se construire son réseau. Voilà, tout ça, c'est des caractéristiques qui doivent être très présentes chez l'entrepreneur. Se former, j'en ai beaucoup parlé. Aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir YouTube et globalement toute la forme, toute connaissance est quasiment accessible de manière gratuite et illimitée. Donc aujourd'hui, vous pouvez vous former. Il y a eu quelque chose assez intéressant. Coursera, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une plateforme qui propose des cours en ligne. Parmi les premiers cours qui sont arrivés sur Coursera, il y a eu un cours de Stanford qui était connu pour être historiquement le cours d'intelligence artificielle le plus compliqué au monde. Je crois qu'il coûtait 40 000 euros à l'année pour assister au cours. Il y avait qu'une trentaine de personnes qui assistaient au cours par an et très peu qui arrivaient à avoir l'examen. Du jour où il a été mis sur Coursera, il y a eu 200 000 personnes inscrites, 50 000 personnes qui ont suivi l'intégralité du cours et 5 000 personnes qui ont réussi à avoir le diplôme, dont plus de la moitié étaient des personnes qui avaient moins de 18 ans et dont la majeure partie étaient des personnes qui habitaient dans des pays émergents. merde. Clairement, le prochain Bill Gates ou le prochain Elon Musk ou n'importe quoi, il peut arriver de n'importe où. La connaissance, vous l'avez aujourd'hui. Donc, formez-vous, renseignez-vous. Et ça, c'est voilà, c'est vraiment un des gros points qu'on peut avoir comme caractéristique chez l'entrepreneur. Pour rebondir à ce que tu dis, c'est tout à l'heure Gilles Chevalier, qui est quelqu'un qui assiste à la conférence, nous demandait dans le chat si il te dit, Olivier, tu as appris plein de choses, vas-tu les transmettre à ton tour, Alors, moi, potentiellement? je suis passionné par la formation et depuis que je suis sorti de l'ECE, je donne des formations. Donc, j'adore transmettre. Alors, pour l'instant, aujourd'hui, ce sont des formations dans le domaine de la domotique. Voilà, je suis prof à l'université, je suis prof à différents endroits. J'ai toujours eu des apprentis avec moi parce que j'adore transmettre. Et ouais, j'ai aussi beaucoup de personnes qui étaient en reconversion professionnelle. Alors, c'est des personnes, c'est super intéressant d'échanger avec eux parce qu'ils ont tout un background qui est hyper intéressant pour toi quand tu discutes avec eux et ils sont friands de tout ce que tu leur apportes. Donc, ouais moi, j'adore transmettre et effectivement, c'est quelque chose que je vais continuer à faire. Ouais, tant mieux. Et on va passer à une des dernières questions, parce que le temps avance quand même. On va passer sur une des dernières questions que j'allais te poser. Et je pense que ça va faire un bel, comment dire, pas une belle conclusion, tu vois, mais ça va faire un bel écho à tout le webinaire. Et c'est une question assez difficile, je pense quand même, c'est que serais-tu devenu si tu n'avais pas été entrepreneur? Est-ce que tu as déjà réfléchi à ça ou pas? Alors, ouais. Ma première expérience, c'était justement salarié. Et en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, rapidement, on m'a dit calme-toi, calme-toi. Et on m'a clairement fait comprendre que je n'étais pas fait pour ça. Moi, partout où j'allais, il fallait que je bouge les murs. Donc, ouais, je pense que je ne peux pas être autre chose qu'entrepreneur. Après, entrepreneur, je pense que on,
on est des personnes qui, au jour le jour, sont exécrables. Non, mais c'est terrible à dire. Mon boulot, au jour le jour, c'est de porter des avis sur tout ce que fait tout le monde. Quand j'ai quelqu'un qui qui me propose ce qu'il a fait, je lui dis non, ça me va pas, ça va pas, ça va. Imagine, tu vas chez des potes, ils te font à manger, tu te dis ah, ce que tu m'as fait, c'est pas très très bon ça. Tu aurais plutôt dû mettre ça, ah, c'est pas très bien assaisonné ça. Puis, ton vin, il est pas top, tu aurais dû prendre un autre vin. Si tu as quelqu'un chez toi ou si tu as un pote qui est comme ça, mais le mec, il est insupportable. Et donc, ouais, donc non, j'aurais pas pu être autre chose parce que je pense que au jour le jour à vivre, on est des personnes assez insupportables parce qu'on a plein de projets dans la tête, parce qu'on va toujours, on est à 50 000 à l'heure, parce que voilà. Après voilà, non, franchement, j'aurais pas pu être autre chose. Je pense que non, c'est pas possible. Entrepreneur te va ravir, quoi. Il n'y a pas à Ouais, ouais, changer, quoi. ouais. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Et je vais te laisser le mot de la fin avant les questions peut-être du public. Je pense Ouais. qu'ils en auront. Si tu avais un message à faire passer, voilà, un seul message Un à faire seul. passer, un Ah, seul c'est message. dur. Je peux en avoir quelques-uns? Allez, vas-y, je t'en offre 2 ou 3 comme tu veux. Ouais, deux ou trois. Alors, dans les messages, ce serait de dire n'ayez pas peur de repartir à zéro. Toutes les expériences sont bonnes à prendre. La chance, ça se provoque. Le travail, c'est du plaisir. Il faut que ça reste un plaisir. Vu le nombre d'heures auxquelles vous passez, il faut que ça reste un plaisir. Et le dernier truc qui va bien en ce moment, considérer que la crise, c'est une opportunité. C'est aussi très européen de croire que la crise, c'est l'effondrement. Or, notamment au Chine et au Japon, ils considèrent que le mot crise, c'est le rassemblement de deux idéogrammes qui sont danger et opportunité. Donc voilà, considérer que la crise est une opportunité pour développer de nouveaux business, pour vous former sur d'autres choses, pour rencontrer du monde, pour redistribuer les cartes. Voilà, considérer que la crise, c'est une opportunité pour redistribuer les cartes.